Second poteau Pavard. Benjamin Pavard. Christophe Dominici a pris le ballon. Il l'a passé. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Extraordinaire. Accélère. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. La victoire française. Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce 4e live Twitch. Bon, on a parlé sport, on a parlé rugby, on a parlé avec d'autres de foot. Là, on va faire un vrai sujet rugby. Alors, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir 3 très bons invités avec moi qui vont avoir une meilleure connaissance du rugby que moi, je le dis. Je vais essayer de faire au mieux pour être à la hauteur. Mais bon, l'équipe de France a fait un début de tournoi magnifique. Une défaite, on va en reparler, on va pas parler simplement d'activités sportives, on parlera des marques, on parlera de plein de choses. Avant, le sujet était vaste. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec l'ensemble de nos questions, je vais laisser mes invités se présenter. L'honneur aux plus vieux, aux plus jeunes, aux moins jeunes, à qui on fait un tour de table à droite, à gauche. Ça, c'est vous qui voyez, les amis. Allez, Laurent. Allez, moi je suis le plus vieux. Ah bah non, on dit pas ça. Si. Je suis le plus vieux, donc moi Laurent Belay, j'ai fait 36 ans à France Télé, puis j'ai commenté le tournoi pendant une petite trentaine d'années, notamment sur les deuxièmes matchs, donc Twickenham, Lansdowne, l'ancien Hams Park, le Millennium, le Principality, tout ce que vous voulez, et plein de bons souvenirs. Canon. Allez, vas-y. Allez, Augustin, pas de souci. Augustin Père, du coup je suis étudiant en 2e année master à SMS. Très très gros passionné de rugby depuis que avant même d'être né, parce que mon père Comment t'as fait? Ouais, c'est bizarre mais c'est un phénomène. Non, très passionné du rugby, en particulier du Stade Toulousain, donc très gros acteur du rugby français et européen, donc hâte de débattre et de parler de tout ça. Cool. Et Vincent Pochulu, je suis journaliste chez Beansport depuis une petite dizaine d'années, passé par Canal avant ça, et mon métier, je commente le rugby, notamment sur les Coupes d'Europe, Champions et Challenge Cup, dont Beansport est l'un des diffuseurs, avec France Télévisions d'ailleurs. C'est une compétition qui nous tient à cœur. Et voilà, on accompagne les clubs français dans ces compétitions-là, quand il n'y avait pas de Sud-Africains, quand il y a des Sud-Africains, et puis on diffuse quelques test matchs aussi. Voilà, donc j'ai souvent les 2 pieds dans le rugby international, et on s'est croisés régulièrement avec Laurent d'ailleurs, à Cardiff, à Londres ou ailleurs. Bon, écoutez, moi je suis ravi de vous avoir tous les 3 autour de la table, ça va être un bon moment de partage. Est-ce qu'on revient sur la défaite de l'équipe de France en parlant sportif, en parlant managérial, en parlant de plein de choses? Je crois que c'est pas le débat. C'est vrai que l'équipe de France a eu la chance d'avoir ce nombre de victoires important, 14, je me trompe pas, je n'ai pas fait d'erreur dans les chiffres. Comment vous expliquez, avant de rentrer dans notre conducteur, comment vous expliquez que la France puisse avoir autant de victoires et que ce soit une belle réussite pour le staff qui est maintenant en place, quoi? Il y a une chose qui est sûre, on l'a vu en novembre. C'est-à-dire que la victoire, elle amène de la confiance et il y a une excellente dynamique. Et même lorsqu'on est mal pris, les joueurs, ils ont refusé la défaite. Je pense à l'essai de Penaud en fin de match, avec la magnifique passe de Jalibert à hauteur. Et ça, quelque part, c'est refuser la défaite. La semaine d'après, pareil, contre l'Afrique du Sud, on joue à 15 contre 14, mais ça a été compliqué, mais on arrive à gagner. Après, une série, ça commence, et puis une série, ça s'arrête. Finit, ouais. Et il n'y a pas de regret, parce que quand on a perdu contre une équipe d'Irlande qui était meilleure que nous. Donc ça s'est arrêté logiquement, mais il fallait que ça s'arrête un jour. Vous êtes d'accord sur ces premiers commentaires? Une série, ça se construit. On voit que Fabien Galtier, qui a débuté son mandat quelque part sous la direction de Jacques Brunel, il a construit d'abord un groupe de joueurs. Parce que si on prend la série, sur les 15 de départ, il y a peut-être 2 fois ou 3 fois le même 15 de départ, mais sinon, c'est vraiment un vivier de joueurs. C'est-à-dire qu'une génération, on sait qu'on est une bonne génération, mais ça s'entretient. Personne ne peut savoir quel sera le 15 de départ face au Black début septembre. Là. Donc tous ces joueurs, il faut les impliquer, il faut les faire travailler ensemble. On voit les va-et-vient dans les stages du 15 de France. Et cette série, elle s'est construite petit à petit, avec Laurent parlait, de la confiance, avec des joueurs qui ont su émerger. On a des talents individuels comme Damien Penaud, mais voilà, lui il est là pour finir les coups, mais avant ça il y a eu un énorme travail de fond qui a été fait physiquement, qui a été fait tactiquement avec Fabien Galtier et tout son staff. Quand on voit le staff du 15 de France aujourd'hui, voilà, il y a presque autant de gens dans le staff que de joueurs sur la feuille de match, mais c'est ça le rugby de très haut niveau. Et pour aller chercher des séries longues comme cela,
Voilà, c'est ça qu'il faut. Juste une petite précision. Super boulot du staff de Galtier, excellente génération, Dupont, Tamac, Penaud. Bon. Une chose importante, poule unique en France depuis 2007. Depuis 2007, 48, il y avait 49 dates de compétition sur 52 semaines, maintenant il y en a 48, on a enlevé une date de Coupe d'Europe. Et finalement, le socle aussi, à mon sens, de la série, c'est le Covid. C'est-à-dire que de mars 2020 jusqu'à septembre 2020, les joueurs n'ont pas eu de match. C'est la première fois qu'ils pouvaient se reposer dans l'ère professionnelle. Dans l'ère professionnelle. Et ça a été un mal pour un bien. Parce que les joueurs enchaînent les saisons, enchaînent les matchs sur un sport hyper traumatisant comme le rugby. Et ça, quelque part, je crois que ça a participé aux performances du 15 de France. Moi, je pense que ça joue, mais ça se joue effectivement là-dessus. Après, moi, je pense aussi qu'il y a cette fameuse génération 2023 qui, je pense, est préparée justement à arriver à terme avec une équipe très compétitive pour la Coupe du Monde en France. Et je pense que petit à petit, on arrive avec des joueurs qui ont pu se développer, avoir une maturité sur le terrain. Et je pense à Ntamak, Dupont, il fallait qu'ils prennent de l'assurance, un peu de maturité, etc. Puis aujourd'hui, c'est quasiment les meilleurs joueurs du monde. Donc c'est clair que la France a réussi à construire un groupe, mais aussi, je pense, a eu une idéologie assez longue sur justement être prêt pour cette fameuse période Coupe du Monde. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde est prêt pour cette Coupe du Monde, quoi. Alors, moi, ma question, c'est, on le dit souvent qu'une défaite peut faire du bien. Est-ce que justement, cette défaite, elle peut faire du bien ? Parce que 14 victoires, on peut être, allez, c'est bon, on est les plus forts, les plus grands. Enfin bref, on peut avoir cette névrose française qui dit, ça y est, on a tout gagné avant de jouer. Est-ce que là, justement, cette défaite, elle peut leur permettre de rebondir et d'aller peut-être plus loin ? Si on avait gagné en Irlande, on aurait pris. Évidemment, l'objectif, c'était de gagner là. Après, il y a une façon de perdre. Là, on est tombé ce jour-là sur plus fort que nous. On a pu cibler des choses aussi qui n'ont pas bien fonctionné. On parle beaucoup de ce rugby de dépossession, de repossession. Est-ce qu'il faut tenir plus le ballon ? Il y a toujours cette sempiternelle utilisation du jeu au pied, mais qui est dans la culture française, qui est tellement différente, l'utilisation du jeu au pied par rapport à ce que produisent les anglo-saxons, les Irlandais. On voit sur les sorties de camp, qui est c'est le nerf de la guerre, la sortie de camp actuellement sur le rugby moderne. C'est comment réinverser la pression. On voit que les Irlandais sont meilleurs que nous à ce jeu-là. Voilà. Dans l'attitude, dans l'état d'esprit, franchement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Dans les systèmes défensifs, à part le premier essai, vraiment, où on se fait breaker sur un retour intérieur un peu surprenant. On sait que les Irlandais sont très forts sur les zones de marque. Dès qu'ils sont dans les 10 mètres, il y a une occasion d'essai. Ils arrivent à enchaîner des temps de jeu peut-être que mieux que nous. Voilà, cette défaite, il faut savoir surtout apprendre de cette défaite. En elle-même, on va peut-être laisser filer le tournoi. Ça vient mettre un terme à une série, mais il faut la digérer, il faut apprendre de cette défaite. Alors, deux choses. Moi, sur la dépossession, j'ai toujours été un peu circonspect. Oui, dépossession, on joue au pied dans les 5 mètres, on met la pression, pas de problème. Mais j'ai toujours eu un petit doute sur la qualité de notre conquête. Quand même. Et on s'est fait un petit peu bousculer. L'Irlande est une équipe qui aurait pu gagner au Stade de France l'an dernier. Le match était un très bon match de rugby. Donc j'ai toujours été un peu circonspect sur cette dimension-là. Et puis, il y a un changement majeur, selon moi. C'est les directives des arbitres au niveau international. Oui, je suis d'accord. Désormais, sur les zones de ruck, on est très vigilant de ne pas attaquer le sol avant. Et nous, sur cette dépossession, notre force, c'était d'aller récupérer des ballons. Et en Italie, on a été pénalisé 19 fois, énorme. En Irlande, des ballons, ils ont été dans leur jeu hyper organisé. On a récupéré 0 ballon. Ou peut-être un ballon en passant. Mais ça, c'est un souci. Parce que quelque part, ça, c'est une tendance mondiale. Directive des arbitres. Et il va falloir peut-être repenser le profil de certains joueurs. Parce qu'à un moment donné, soit on a la qualité pour maîtriser le match, on a la conquête suffisante pour pouvoir imposer le tempo à l'adversaire, soit on joue un peu sans ballon, mais il faut pouvoir le récupérer. Et j'ai un petit doute, parce que je pense que Willemse n'est pas revenu à son niveau depuis qu'il s'est blessé avec Montpellier. J'ai un petit doute encore. Là, on va jouer Saint-Antonio aussi contre les Écossais, donc on verra. J'espère me tromper, mais... Non, mais c'est vrai que c'est une bonne analyse. Augustin, tu as une analyse sur... Non, je suis assez d'accord. Je pense qu'aussi, peut-être que la défaite du week-end de la semaine dernière a été aussi peut-être quelque chose qui a pu questionner Galtier sur justement
sa forme de jeu, sa stratégie de dépossession, etc. Quand notamment on est dominé par des Irlandais qui ont maltraité cette équipe de France, qui ont vraiment été sur quelque chose de très organisé. Puis nous, beaucoup dans le désordre, je pense qu'on s'épuisait un peu à aller à gauche, à droite, et du coup, en fin de match, ça a peut-être pu porter le coup de grâce avec ce dernier essai qui nous fait mal. Ouais, et puis surtout, nous, on a eu un souci, c'est qu'on a joué à l'irlandaise un peu au début. C'est-à-dire, on a joué dans notre camp, plutôt que sortir au pied. Et j'ai envie de dire, quelque part, le choc d'Antonio, carton rouge, carton jaune, ça, on peut en discuter pendant des heures. Mais Antonio, à un moment donné, je pense qu'il est oxy, là. Il est oxy, et il se baisse même pas. Et, un manque de lucidité. Ouais, les temps de jeu, il faut les supporter. L'essai, fameux essai, qui maintenant on dira qu'il n'était pas, etc. Bon, bref, le pied en touche, etc. Mais bon, ça, c'est l'effet de jeu. Un point sur le business, parce que le rugby, c'est aussi du business. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une ère où les marques, elles vont être friandes de cette Coupe du Monde, elles sont friandes maintenant de top 14, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, de cette équipe de France, qui a eu du mal il y a encore quelques années. Maintenant, est-ce qu'on est reparti sur une ère positive de ces GMF, Société Générale, Orange et j'en passe, qui vont investir ou non sur l'équipe de France? C'est déjà une réussite. De toute façon, la Coupe du Monde en France, les marques, elles ont toutes poussé au portillon parce que l'événement était en France. En plus, ça colle avec une génération qui commence à gagner. Mais les grands groupes français, sur un événement impliquant l'équipe nationale sur le sol français, ils seront toujours au rendez-vous. Après, il faut accompagner dans la durée. Parfois, les stratégies, elles ne sont pas faites dans la durée chez les grands groupes. Dans le rugby, ce n'est pas le cas. Vous les avez nommés. Il y a des sponsors qui sont fidèles en amitié et en relations financières depuis de longues années. Et on voit qu'il y a des fleurons français. Total Energy qui est venu ici, la SNCF qui va transporter tous les supporters sur le territoire français pendant cet événement, qui sont là. C'est important, évidemment, pour le rugby d'être accompagné par ces partenaires-là, pour qu'un événement ait les reins financiers. Mais rappelons-nous la fin des années 2000, où derrière la Coupe du Monde en France, il y avait une réelle embellie. Moi, je commençais chez Canal à cette époque-là. On parlait avec Augustin qui a vu les matchs, l'époque Guazzini, les stades français, stades toulousains, où on remplaçait le Stade de France pour des matchs de top 14. Quand le 15 de France a un peu baissé le pied après la Coupe du Monde 2011, il y a un petit effet d'étiolement au niveau des audiences. Je pense que chez France Télé, au niveau des audiences destination, vous l'avez remarqué. Là, chez France Télé, le 15 de France a retrouvé des audiences dignes de la fin des années 2000, en part de marché et en volume. Ça va parce que l'équipe de France gagne, ça va parce qu'elle fait rêver. Et le but des jeux pour les boîtes, c'est de s'associer à un événement, s'associer à des joueurs qui représentent quelque chose pour eux et qui fait un peu rêver. Voilà. Moi, je suis pas inquiet, sincèrement, pour le rugby. Parce que d'abord, le rugby, d'abord, cette Coupe du Monde, elle sera diffusée par 3 chaînes généralistes. C'est vrai. Tous les matchs sur des chaînes généralistes. Et ça, je suis du... Bein, c'est formidable, c'est pas un problème de qualité, loin de là. Mais simplement, on va chez les gens, quoi. Les M6, TF1 et France Télé, ça fait, je crois, 56 matchs ou 58 matchs qui sont diffusés en clair. Donc ça, c'est certain que c'est une Coupe du Monde qui va passionner. C'était déjà le cas pour celle au Japon. TF1 avait tout diffusé, avait essayé de rétrocéder une partie des droits à des acteurs payants, mais bon, vu les décalages horaires, pour des chaînes comme Bein, juste pour revenir sur ce que tu dis, Laurent, nous on était diffuseurs de l'intégralité de la Coupe du Monde, c'est des super événements pour nous, mais on comprend la frustration de certains supporters pour dire que tout devrait être accessible en gratuit. Nous, quand il y a des appels d'offres où on y répond, on est compétitif, on est pris. Et à titre personnel, moi je suis ravi de travailler sur des grands événements comme l'a été la Coupe du Monde, mais j'entends certaines critiques qui disent sur des Coupes du Monde, tout devrait être protégé. C'est le cas pour certains matchs qui sont protégés, qui sont des biens culturels protégés, par exemple les matchs du tournoi de destination, même un Écosse-Italie de la dernière journée qui aura plus d'enjeu, il sera vu en clair, mais parce que c'est protégé à l'avance. Après, c'est aux acteurs économiques et politiques, s'ils veulent protéger des Coupes du Monde, de l'inscrire dans la loi, à partir du moment où on peut codiffuser. Après le rugby, c'est des cercles, en fait. Top 14, allez, 500 000, 600 000 Canal. Coupe d'Europe, environ 2 millions chez nous. Un match du tournoi, c'était 5 millions, 6 millions, 7 millions. Coupe du Monde, 2007 en France, on était monté à 18 millions. C'est-à-dire que là, on est sur des chiffres de foot. 18 millions, ça fait quand même beaucoup de monde. Et après, les gens, ils aiment une équipe, mais les gens, ils s'agglomèrent sur quoi? Sur la victoire. Bien sûr. Et si l'équipe de France est compétitive, déjà, il y aura un départ canon avec France-Nouvelle-Zélande. Bon, après, on a quand même un petit écueil en quart, si on va croiser avec l'Irlande ou avec l'Afrique du Sud. Ça, c'est quand même... c'est hyper chaud. Mais il y a une telle... D'abord, le rugby,
va dans les foyers avec le tournoi Destination depuis les années 60, chaque samedi après-midi. Derrière, il y a eu un travail formidable qui a été fait par Canal, par Bein, sur la récurrence des Coupes d'Europe du top 14. France Télé a toujours joué le jeu pour le rugby. France Télé a sauvé la Coupe d'Europe de rugby lorsque les Anglais s'étaient retirés au début, en 1980-19. Et tout ça fait que le rugby est un sport hyper médiatisé. Il est hyper médiatisé. Il y a cette connivence avec les grands patrons en France. Il y avait Serge Kampf avait initié ça, avec AXA, avec des poids lourds économiques qui aiment le rugby, qui aiment ce côté partage, qui aiment ce côté gourmand, épicurien. Et voilà, ça fait un sport à part. La GMF, c'est ça aussi. Ils sont là depuis 40 ans, plus de 40 ans. Ouais, la Société Générale, c'est pareil. Pareil, ils aiment le rugby parce que leur patron aime le rugby aussi. Enfin, soyons aussi dans cette dynamique. Oui, puisqu'il y a et puis les valeurs ou la symbolique du rugby qui colle bien avec la symbolique de l'entreprise. Faut pas être tout à fait naïf non plus là-dessus. Le rugby est content de recevoir les subsides des grandes entreprises françaises, et ces entreprises sont contentes de pouvoir bénéficier de la bonne image du rugby, de tout ce que le rugby peut véhiculer de sympathique. Est-ce que vous pensez que les 14 victoires ont aidé les marques à signer pour devenir partenaire de la Coupe du Monde ou pas? Moi, je sais, j'ai eu la semaine dernière, une réunion avec le directeur marketing de la fédération. Sincèrement, ils ont beaucoup de demandes. Ils ont beaucoup de demandes, des marques qui sont improbables, mais ils ont beaucoup de demandes parce que chacun veut s'associer à ça, parce qu'il y a système de valeurs, il y a aussi les règles du rugby. Si quelqu'un ouvre sa gueule, c'est 10 mètres plus loin, donc on respecte l'autorité. Il y a cette dimension-là, et puis, quoi qu'il arrive, dans l'histoire du rugby, des Spanghero, des Sester, des Doga, des Rives, ont dépassé le cadre du rugby. C'est des personnages. D'abord, ils sont costauds. Il y a la gouaille, il y a des histoires. Passer une soirée dans un bar avec des rugbyman, c'est jamais triste. Ah non. C'est toujours animé. Donc voilà. Et ça, ça fait la magie de ce sport. Et qui est un sport de généreux où quand même sur le pré. Ils s'en mettent quelques-unes quand même. On est d'accord. Après, moi pour rebondir là-dessus, je trouve que vraiment les performances, c'est avec tous les sports de toute façon. Dès qu'une équipe gagne, forcément les gens vont regarder parce que justement il y a du succès autour. Donc forcément il y a une dynamique qui est installée et qui fait que les gens ont envie de s'inscrire dans ces valeurs-là de performance. On pense à des Antoine Dupont qui maintenant sont même plus que des simples sportifs, sont des influenceurs. Vraiment, il y a beaucoup de marques qui les suivent pour justement être collés à ces images de performance et de réussite derrière. Mais la magie du rugby, c'est évidemment le tournoi Destination, le tournoi Destination, baptisé généreusement championnat d'Europe. Je vais te dire, le tournoi Destination, moi j'en ai fait quelques-uns. Il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Angleterre. Après, le Pays de Galles, c'est Aquitaine. L'Irlande, c'est un peu la Corse. Et l'Écosse, c'est Nord-Pas-de-Calais. C'est grosso modo, c'est ça. Donc, mais il y a un esprit qui est absolument formidable. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, le plus gros marché du rugby au monde, c'est la France. Le Japon est un gros marché aussi, mais c'est un petit peu différent. Mais donc c'est la France qui amène qui amène les gros joueurs, ce qui fait qu'on est toujours compétitif pour gagner le tournoi, on est compétitif pour gagner les Coupes d'Europe, et donc ça entretient le rêve. C'est-à-dire que il y a le sport qui est généreux, qui est très médiatisé, et derrière on agglomère sur la victoire, parce que régulièrement La Rochelle champion d'Europe l'an dernier, Toulouse toujours dans les clous pour aller au bout, on a ce top 14 qui peut être un peu des fois moyen en termes de jeu, mais sur les phases finales, ça reste un truc exceptionnel. Il n'y a qu'à voir les succès des demi-finales. Du top 14 chaque année. Ils les mettent à Lille, à Saint-Sébastien, c'est plein et à craquer. Ils refusent. C'est plein. Et sur des zones de chalandise où il n'y a pas de rugby. Lille, c'est quand même pas une terre de rugby. Non, mais ça, c'est intelligent. C'est-à-dire que le produit, il n'existe pas en termes de haut niveau, mais il existe dans les cœurs, parce que les gens, ils ont vécu avec Couder les 5 nations. Ils ont vu l'équipe de France qui a gagné régulièrement. Ils ont vu Blanco. Voilà. Et ça, c'est des noms qui ont dépassé le cadre du rugby. Donc forcément, le sillon est tracé. Et derrière, on leur amène un stade plein, des valeurs, de la bière à la cantine. Que demander de plus, bonheur, quoi. Bon, on va évoquer un sujet d'un nom qui fait un peu mal dans le rugby à l'heure actuelle. C'est
Bernard Laporte, il a fait beaucoup de bien, il a fait peut-être beaucoup de mal. C'est quoi l'impact de Bernard Laporte à l'heure actuelle sur l'équipe de France ? Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas ? Je pense qu'on ne peut pas donner une réponse maintenant. Et je pense que si ça se passe mal pour la Coupe du Monde, peut-être qu'on lui tombera dessus. Normalement, dans une fédération, un président de fédération ne doit pas avoir un impact immense dans les résultats sportifs. Il doit donner les clés pour le sportif pour que ça se passe bien. Et une fois que tout est mis en place, normalement, il n'y a pas de pouvoir d'ingérence. Après, c'est du rugby, il y a des liens humains. On l'a vu, Bernard Laporte, même si il n'est plus à la tête de la Fédé, forcément, il y a des liens d'amitié qui, avec certaines personnes, ont 20, 30, 40 ans. Et ça ne va pas se défaire en un jour. Et Bernard Laporte, on va dire, heureusement, là, il n'est plus là, parce que c'est une épine dans le pied qu'on a enlevé, parce que préparer une Coupe du Monde avec donc un brassage médiatique beaucoup plus important autour du 15 de France, avec ce sujet-là en épée de Damoclès à chaque conférence de presse, ça aurait été une horreur pour l'encadrement du 15 de France. Voilà, donc quelque part, la situation elle est loin d'être idéale, et c'est pas fini. Que ça soit pour France 2023 ou pour la FFR, c'est pas fini. Mais pour le 15 de France, on peut se dire que le retrait de Bernard Laporte, ça limite quelque chose qui aurait pu s'aggraver, quelque chose qui aurait pu devenir excessivement pesant, voire sans solution. Mais le fait qu'il vienne comme à Cap-Breton, est-ce que c'est positif, c'est négatif, c'est encore, les gars, je suis quand même là. Après, il a toujours été comme ça. Hein. Il a toujours été très proche. Au Japon, il était là France. aussi dans les vestiaires, tout ça. On se souvient de l'époque Covid où il était très très proche aussi de l'équipe de France. Il allait faire souvent les rassemblements, etc. Donc ça colle à son image. Et peut-être que justement, si ça marche pas, on pourra peut-être lui tomber dessus en disant qu'il était beaucoup trop proche de cette équipe de France, que ça a peut-être pu jouer, etc. Je sais pas, c'est un peu trop tôt, je pense, pour se prononcer là-dessus, si réellement il y aura un impact négatif. En tout cas, c'est clair que dans l'image du rugby en France, c'est clair que c'est pas la meilleure. Parce que Bernard Laporte, c'est pas un homme de dossier. Hein. C'est pas quelqu'un qui était dans son bureau à gérer, à avoir des grandes stratégies, des choses comme ça. C'est un homme qui est avec les gens. Qui était avec ses joueurs. Moi, j'ai connu comme coach à Toulon, c'était assez extraordinaire de le voir au milieu des Golgoth, Sudaf, de faire la pluie et le beau temps. Il avait l'équipe, c'était une équipe All-Star qu'il avait à Toulon de voir faire ça. Quand il était en campagne, aller dans tous les clubs comme il a fait, c'est un type qui est assez étonnant et un peu détonnant selon nos standards. Où maintenant, un dirigeant, c'est quelqu'un qui dirige, qui doit savoir faire preuve de hauteur de vue. Lui, il n'était pas comme ça. Il n'est pas comme ça, et c'est un peu la fin d'une génération de dirigeants qui ont eu cette culture-là, qu'on connaît peut-être avec Bernard Laporte. Et connaissant le bonhomme, se mettre en retrait définitivement du rugby et du 15 de France, c'est pas le genre. Et voilà. Non, puis quelque part, j'ai envie de dire que déjà, il y a un appel. C'est-à-dire Bernard Laporte a fait appel, Mohamed Altrad a fait appel également. Et donc on verra ce qui arrivera. Bon, la Coupe du Monde, on la doit à Bernard Laporte. Et à Claude Haché aussi. Et à Claude Haché. Parce que c'est aussi dans l'univers cette Coupe du Monde. Mais tout ça, c'est lié évidemment. C'est d'une génération qui ne peut plus se comporter comme ça, qui a lieu actuellement. Alors c'est valable pour le rugby, mais regardez ce qui se passe au foot, c'est pareil. Et il y a eu plein de dérives. Et le sport business, c'est du business, et donc on peut plus se comporter comme Bernard Laporte en serrant la main. Très bien, tout va bien. Il y a contrat. C'est plus comme ça maintenant. Et forcément, les dirigeants de fédération doivent s'adapter. Ouais, bien sûr. Donc Bernard Laporte, ils avaient pris cette Coupe du Monde. Ils avaient battu l'Irlande pour cette Coupe du Monde, donc j'espère que ce sera un signe pour la prochaine. Après, moi j'ai la sensation que le 15 de France, il est sanctuarisé. Florian Grill, opposant de Bernard Laporte, avait dit nous, on ne touchera surtout pas à ce qui marche. Il y a quelque chose qui marche. On a vu quand Bernard Laporte va à Cap-Breton, c'est moyen, parce que forcément, les passes sont un peu lourds là pour le coup, et donc forcément, il faut passer à autre chose. J'ai envie de dire que c'est les résultats quelque part qui feront qu'on va réussir ou pas. Après, la Coupe du Monde et Bernard Laporte, c'est pas nécessairement un bon souvenir en France, parce qu'on se rappelle de celle de 2007. Rappelez-vous, c'est la lettre de Guy Mollet, lue par Cointrenaud au départ, c'était moyenasse. Et c'est une Coupe du Monde où on perd 3 fois. On perd 2 fois contre les Argentins, on perd contre les Anglais, et on gagne un match avec contre les Blacks. Ils ont 76% de possession, on est pénalisé seulement 2 fois, et on marque un essai avec un en avant d'1 mètre.
Donc on va dire que on s'en est bien sorti ce jour-là. Donc c'était une Coupe du Monde qui était... Bernard Laporte était omniprésent parce qu'il allait passer ministre après cette Coupe du Monde, mais qui n'a pas été une réussite sur le plan sportif. Objectivement, on va en demi-finale, mais d'abord on était heureux quand même de gagner, même si l'investissement des mecs était extraordinaire sur le plan défensif, mais on avait quand même été, on n'a pas été lésé par l'arbitrage ce jour-là. On est d'accord, on est bien d'accord. Ça, ouais. Mais le business, quand on parle rugby, quand on parle équipe de France, quand on parle Fédé, c'est Bernard qui l'avait entre les mains. Est-ce que ce business, maintenant, il peut avoir des difficultés sans Bernard Laporte, ou est-ce que justement ça va s'ouvrir ? Alors, il y a quelque part, il y a quelque chose qui ressemble à ça. La Ligue de rugby s'est créée autour de la personnalité de Serge Blanco. C'est vrai. C'est Serge Blanco qui, quelque part, a impulsé le professionnalisme en France à la Ligue. Ouais, Et après, Blanco est parti, et la Ligue, elle continue d'exister. Pas toujours facilement avec les présidents de club, mais ça existe et plutôt bien. Bernard Laporte, il a impulsé, il a redonné l'énergie, il a choisi Galtier, il a mis des choses en place qu'on peut pas lui enlever. Dans la série de 14 victoires, il a une part à prendre, mais j'ai envie de dire que les absents ont toujours tort. Et quelque part, si l'équipe de France fait une grande Coupe du Monde, on verra qui sera président de la fédération à ce moment-là, on ne sait pas encore. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le temps qui passe. Et effectivement, je suis absolument d'accord, on ne peut plus se comporter comme on se comportait avant, la poignée de main. Voilà, ça existait des années 80 avec les... Et de toute manière, l'événement, il est plus grand que Bernard Laporte. Exactement. Il est plus grand que Claude Haché. C'est pas la Coupe du Monde de Claude Haché, c'est pas la Coupe du Monde de Bernard Laporte. Quelle que soit leur utilité dans le processus de désignation, dans l'organisation, ils ont fait leur part certainement, avec leurs défauts, avec leurs échecs, qui sont en cours, ça c'est la justice qui s'en occupe. Mais la Coupe du Monde, ça sera la chose. La Coupe du Monde du 15 de France, c'est des Français. Et voilà. Et ce qu'on peut juste espérer, c'est que ces affaires ne viennent pas polluer ce lien entre une équipe et ses supporters. Parce que, voilà, moi j'ai hâte d'être début septembre, vraiment. J'ai hâte que la France qui parle de rugby de manière localisée géographiquement, et que voilà, ce soit tout le pays qui en parle, qu'il y ait 18 millions de personnes devant leur télé pour regarder un match de rugby. La dynamique sera importante. Une équipe de France qui gagne, ça gomme tous les problèmes. Si vous faites taper contre l'Écosse dimanche, il y a des petites voix qui vont arriver, et voilà, on a déjà vu Pierre Berbizier qui est monté au créneau, il a dit il y a un problème entre Galtier et ses joueurs parce que il a dit ils n'ont pas respecté les consignes et tout. Bon, donc il y a des petites voix, vous savez, les poignards, ils arrivent toujours du milieu, ils arrivent toujours des anciens avec et donc on verra si c'est une équipe de France qui est performante, qui enchaîne des victoires et tout, j'ai envie de dire qu'on passera outre assez facilement. Si on a des résultats qui sont un petit peu en dents de scie, il y aura des problèmes qui vont ressurgir, et parmi ces problèmes, il y aura le problème Bernard Laporte. En tout cas, il y a une hype rugby, on parlait là, du business, entre Antoine Dupont qu'on voit sur des spots de pub à la télé. Rappelez-vous des derniers rugbymen pro qu'on a vus comme chez les annonceurs grand public sur les écrans. Donc c'était Chaval, donc ça remonte à la Coupe du Monde 2007. C'était Yashvili. Et Feu Christophe de Minissier auquel on pense évidemment. Mais ça veut dire que pendant 10 ans, je suis d'accord avec toi. Il n'y avait plus de tête d'affiche. Il y avait plus de tête d'affiche du 15 de France auprès du grand public. Et c'est ce vide-là aussi qu'Antoine Dupont, que Romain Tamac viennent combler, et d'autres peut-être. Faut espérer. Après cette Coupe du Monde, mais parce que ça va de pair avec une équipe qui gagne et donc qui fait rêver les gens. Voilà. Le sujet Bernard Laporte, je pense qu'on l'aura encore quelques mois, malheureusement les affaires vont revenir, etc. Est-ce que ça peut être aussi un accélérateur de changement d'attitude des fédérations ? On le voit, tu l'as dit, en ce moment il y a le foot qui se fait allumer, on en a eu quelques-unes avant. Est-ce que ça peut être un des impacts aussi pour dire c'est bon, le système français il est comme celui-là, maintenant on va le faire changer, il va évoluer. Est-ce que les JO vont peut-être aussi faire évoluer ? Est-ce que ces affaires vont nous aider à faire évoluer ce système français ? Alors, j'ai envie de dire qu'il y a le système français et il y a le système au rugby. Le rugby est un sport à part. Le rugby à 15, dans tous les pays du monde où il est développé, c'est le rugby de l'aristocratie. Le rugby à 13, c'est le rugby du peuple. Donc, il y a une forme d'élite. Le rugby est né dans un collège et en Angleterre, c'est un sport de bien-né, comme on dit, de bien-né, comme on dit. Et il y a toujours une forme de
je dirais pas franc-maçonnerie, mais il y a un univers du rugby. Hein. On se fait la bise, et après, il y a l'échelon, je suis président de fédération. Mais d'abord, on est président de Fédération française de rugby. C'est peut-être un petit peu différent. Il est évident que le ou la future présidente de la Fédération française de rugby ne pourra pas s'exonérer des règles qui sont les règles de nos sociétés aujourd'hui. Avec le petit bémol, c'est que le rugby reste un sport à part parce qu'il y a World Rugby, c'est des Anglais, les règles sont c'est encore un monde où la parole compte. Et oui, évidemment, il faut respecter les règles juridiques. Et les règles du comportement de n'importe quelle association qui a une négation de l'État en plus. Donc il y a un devoir d'exemplarité. Mais il y aura toujours des façons de faire un peu différentes dans le rugby, parce que dans le rugby, une poignée de main, une parole, ça a toujours compté, et business ou pas, ça continuera de compter. Mais ça va avec le sport, et ça fait partie de l'ADN de ce sport. Mais est-ce que le sport va pas évoluer ? Alors on pourra peut-être aller un petit peu sur ce sujet tout à l'heure, mais avec les JO, parce que le rugby est aux JO, c'est cette chance aussi. Est-ce que les JO vont pas l'impacter un petit peu aussi dans... On va dire que c'est pas le même rugby. Les jeux n'ont pas nécessairement besoin du rugby. En revanche, le rugby a besoin des jeux. D'accord. Parce que le rugby a besoin de l'universalité des jeux, et le rugby peut trouver ça à travers le set, parce que le set nécessite moins de moyens, moins de joueurs, et donc ça peut ouvrir le sport à des pays, à des continents où il existait peu ou pas. Et donc ça, c'est évident que c'est un gros plus pour le rugby. Mais bon, entre un tournoi à 7 qui est un événement magique, un week-end de tournoi à 7, c'est génial. C'est bien, ouais. Mais c'est une expérience, un match à Twickenham ou à Murrayfield. Parce qu'ils disent comme ça, Murrayfield. C'est une autre expérience. On n'est pas sur le même sport. Il y en a un, c'est un peu festif, c'est le soleil, on est torse nu et tout. Et l'autre, on est en mitouflé, il pleut, mais on se fait la gueule. Oui, parce que le rugby, c'est un sport d'hiver. C'est un sport d'hiver. On joue au JO d'été, au collège anglais, le rugby, c'est le sport qu'on joue l'hiver. L'été, on joue au cricket. Dans les collèges. Historiquement, c'est un sport d'hiver qu'on joue dans la boue quand il fait pas assez beau pour jouer au cricket. Voilà. Donc dès le départ, l'ambiance rugby, c'est une ambiance d'hiver. Sur la saison en hémisphère sud, d'ailleurs, ils jouent l'hiver. Ils commencent leur saison au 1er janvier, début janvier, donc ce qui est l'hiver pour eux. Ils ont suivi donc la saisonnalité du rugby de l'autre côté du monde. Mais pour rejoindre Laurent, c'est vrai que c'est une autre culture, le rugby à 7. Quand bien même l'image du rugby sera, je pense, touchée et positivement par ces JO. Je pense que c'est une autre culture, et est-ce que derrière il y aura réellement des retombées, etc. On le verra, peut-être, je pense. Mais en tout cas, je pense que ce sera une bonne chose. On l'a vu, c'est toujours intéressant. Ça rend aussi le rugby à 7 plus intéressant, parce que du coup on se dit ça va être au JO, donc un peu plus professionnalisant, etc. Donc non, moi j'ai hâte, j'ai pris mes places en plus. Donc. Et juste une petite... ça a un impact de toute façon, puisque souvenez-vous, les Françaises, vice-championne olympique, vice-championne olympique à Tokyo, donc ça c'est formidable pour le développement du rugby féminin, quoi. Et le sport féminin dans les fédérations, élément essentiel pour aller chercher de nouveaux licenciés, pour adoucir l'image du sport, c'est super important le sport féminin. C'est aujourd'hui, la dernière fois je suis tombé sur un extrait d'Albert Ferras qui disait qu'il avait changé d'avis, que finalement au rugby féminin, alors que c'était quand même pas son fonds de commerce, quand on connaissait un peu Albert Ferras. Et aujourd'hui, on se pose même plus la question, parce que les sociétés ont évolué, et puis les filles jouent au rugby, elles jouent bien, et puis ça ouvre de nouveaux horizons en termes de licenciés, en termes de marché, en termes de... ça concerne davantage de monde, et ça, à la sortie, c'est ce qui construit une audience. Et on le voit bien dans les stades en plus. Souvent, les filles, l'équipe de France féminine joue la plupart du temps, les stades sont remplis. Je crois que c'était les derniers matchs à Grenoble, etc. C'était rempli, ça joue bien, exactement. Et ça prouve que justement aussi le côté rugby féminin se développe et donne aussi une meilleure image aussi du rugby. Ça adoucit un peu l'image, parce que des fois le rugby peut avoir un côté... Alors pour côtoyer une équipe de rugby féminine, celle de la Marine nationale, avec qui je collabore de temps en temps comme réserviste, où on joue contre les Anglais chez les garçons comme chez les filles, il
L'équipe de rugby féminine, c'est à voir vraiment. Elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Et on joue mi-mars. Tous les ans, on joue une fois contre les Anglais. C'est notre crunch. Marine nationale contre Royal Navy. Je peux vous dire que. Oui. Oh là là. Il y a une petite rivalité. Ouais, tu m'étonnes. Et l'équipe féminine de la marine qui a jamais été battue par les Anglaises, c'est quelque chose à voir. Point d'honneur à gagner, quoi. Et je crois qu'il y avait une petite vidéo en plus de Royal Navy contre la France. À Mayol, il y a quelques années. Voilà, il y a on jouera à on joue en Angleterre cette année à Plymouth. Ça va. Et la Marine nationale qui fait partie quelque part des partenaires du sport de haut niveau, parce qu'eux aussi ils ont des enjeux de recrutement. Les entreprises, qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent véhiculer des bonnes valeurs, et il y a un sport collectif, sport où il y a des valeurs de combat aussi, de solidarité pour les armées dont le principal enjeu est le recrutement. Voilà, c'est normal, ça fait ça fait sens. Voilà. Ça fait sens. Pour l'école travaille avec la fédération des clubs de la défense, qui regroupe les 150 000 licenciés militaires faisant du sport. On est d'accord que ça fait sens. Voilà. Le dernier point sur le rugby à 7 et le rugby à 15, qui va gagner entre guillemets cette compétition des JO ? Est-ce que le rugby à 7 va aider à ce que le rugby à 15 ait encore plus de licenciés ? Ou à l'inverse, c'est le rugby à 7 qui va prendre ses lettres de noblesse en France et continuer son déploiement le pratiquant licencié ? Non, mais je crois que la Ligue et les clubs, ils ont bien compris l'aide que pouvait amener le rugby à 7. C'est une autre expérience, le rugby à 7. Donc il y a des compétitions, il y a une compétition de 7 qui a été créée, et puis il y a des week-ends qui sont festifs, c'est des qualités différentes de 7, même s'il y a bataille au sol pour récupérer les ballons, quand même, ça rigole pas dans les rucks. Mais après, il faut des qualités de vitesse, d'évitement, etc. Moi, j'ai envie de dire que voilà, tout le monde peut gagner quelque chose, mais je crois que les clubs, on leur a demandé de s'associer, mais ils sont pas mécontents parce que ça leur amène une image différente, quelque chose de différent, une expérience différente et un autre produit aussi qui va au-delà du match de top 14. Peut-être plus facile pour les mamans aussi. Et tu parlais de l'universalité, d'être partout. Quelque part, le rugby à 7, ça aide à avoir une pratique universelle parce que c'est un sport, on a besoin juste d'un ballon, il n'y a pas besoin de certificat pour pousser les mêlées, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est une pratique que tout le monde peut avoir, comme peut être le rugby à toucher, mais qui n'a pas une pratique au niveau de club. Mais le 7, c'est une passerelle, c'est une variante du rugby, et c'est aussi une passerelle vers le 15. C'est rassurant pour les mamans ? Si on se met pas forcément, il y a quand même des rotations au rugby à 7. Non, mais voilà, c'est plus facile d'accès. Ouais, c'est ça. Plus facile d'accès, et puis les matchs, ça dure 10 minutes, c'est festif, voilà, c'est ce côté, un match de rugby à 15, il faut déjà être un petit peu introduit dans le milieu pour percevoir la subtilité d'une mêlée, d'une passe sautée, voilà. Alors qu'à 7, l'accès est plus rapide, et puis le match dure que 10 minutes, donc c'est une succession de matchs aussi. Notamment pour les JO, ce qui va être accessible, c'est que ce sera pas un match de 80 minutes, mais ce sera justement des matchs des quarts d'heure, quoi. Et je pense que ce sera plus facile à regarder, puis quand bien même dans la culture rugby à 7, etc., les gens, c'est pas que l'équipe de France qui est représentée, c'est les équipes qui sont autour, mais qui vont jouer après. C'est-à-dire que les supporters restent dans le stade, et justement, il y a une image aussi qui est belle là-dessus, et qui est différente du rugby à 15, c'est que justement... pendant toute une journée, il y aura une quinzaine d'équipes qui sont complètement différentes qui vont s'affronter. Et justement, tous les supporters qui seront autour seront assemblés là-dessus. Donc c'est vrai que ça va être une image différente. Mais pour répondre à la question, je pense que le rugby à 7, il gagnera forcément parce que ça va médiatiser la chose. Le rugby aussi, parallèlement. Mais je pense aussi que ça pourra... S'il y a performance, évidemment, je pense que c'est aussi là-dessus que ça va jouer. Mais les clubs vont aussi pouvoir se rendre compte qu'il y a vraiment... une importance pour le rugby à 7 et que justement il faut que ça se professionnalise petit à petit pour justement avoir des résultats intéressants avec ces équipes de France à 7. Et avec ces Fidjiens, étonnant parce que rappelons-le, c'est quand même le seul sport collectif où il y a un tout petit pays, une myriade d'îles au fin fond du Pacifique, et ils sont champions olympiques. Voilà. Sur un sport collectif, parce que des athlètes individuellement qui soient meilleurs que les leurs, on peut les trouver, mais sur un sport collectif, c'est un truc incroyable. Leur médaille. Leur médaille en plus. Et quelque part leur sport. Et leur sport aussi, d'accord. Les Fidjiens, c'est des... Ouais, voilà, c'est... alors, tu prends 7 Yatos sur le terrain, ça te parie, hein. Non, c'est sûr. Clair. On a fait un petit sondage, 116 votants, ce qui est plutôt pas mal. Pour la France, 6 nations aux Coupes du Monde. Quel objectif pour le 15 de France ? Alors, les répondants, ils sont simples, c'est 53% Coupe du Monde, 44% les deux, 3%
bien évidemment que les 6 nations. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Je dirais les deux, mais d'un autre côté, je dirais en priorité, c'est la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que c'est la 10e Coupe du Monde. Il y a 4 pays qui ont gagné cette Coupe du Monde. On fait partie des grands pays de rugby. On est le plus gros marché de rugby au monde. Et nous, on ne l'a jamais gagné. Donc, les 3 du Sud l'ont gagné, l'Angleterre l'a gagné. Et nous, on a fait finale, mais on n'a jamais gagné. Et donc, forcément, l'objectif, en plus c'est en France, c'est la Coupe du Monde. Mais on ne galvaudera jamais le tournoi Destination, parce que ça reste c'est un tournoi, c'est autre chose. Et puis j'en ai longtemps parlé de ce sujet-là, du 6 nations, avec Dimitri Ashvili, qui est consultant chez France TV, qui était juste après l'arrêt de sa carrière chez nous, à Vienne. Et il disait, mais tout simplement, pour espérer rivaliser en Coupe du Monde, si on n'est pas en mesure tous les ans de gagner le tournoi Destination, c'est pas au mois de septembre qu'on va se réveiller en tapant les noirs, les jaunes et les verts. Donc les blacks, les Australiens et les Sud-Africains. Tout a toujours commencé par le tournoi Destination. Le 15 de France est compétitif. Voilà, il fait grand chelem l'année dernière et fait partie des équipes favorites pour la Coupe du Monde. La dernière fois qu'on avait fait grand chelem, c'était juste avant la finale de 2011. Je rappelle, c'est toujours comme ça. Le 6 nations, ça a toujours été le fondement du rugby international européen. Ceux qui sont bons aux 6 nations auront des chances aux Coupes du Monde. Les Gallois qui ont fait une demi-finale en Coupe du Monde, à chaque fois, ils sortaient de grands 6 nations. Ils ne sont pas sortis de nulle part. Là, ça sera peut-être pas pareil. Ouais, là, Non, et c'est pas pareil dans les 6 nations. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas détacher les 6 nations des Coupes du Monde, les années de Coupe du Monde. Voilà. Vas-y. Non, mais je pense aussi que le sondage est un peu faussé par la défaite de la semaine. Dis d'avant. pas ça à Laetitia, elle va pas être contente. Non, je dis pas que c'est pas un mauvais sondage, mais je pense aussi que les gens se sont dit, suite à la défaite de contre l'Irlande, les gens se disent, maintenant les 6 nations, il y a peu de chances qu'on gagne, donc on peut mettre en priorité un peu plus la Coupe du Monde que les 6 nations, même si on sait très bien que la France-Écosse qui vont se passer des dimanches, les Français vont le gagner. Vont essayer du moins de le gagner, et les crunchs, ça va être des matchs c'est pas dit, non, mais Après, on sait très bien, c'est une année impaire, donc on se déplace 3 fois, dont Irlande et Angleterre. Si on gagne à Twickenham, le tournoi il sera réussi. C'est ça qu'il faut se dire. Il y aura peut-être pas de victoire, il y aura pas de ce que je voulais dire, c'est que tous les matchs vont être pris avec de l'importance, parce que forcément des France-Angleterre, etc., ça veut se jouer à fond, quoi. Et je pense aussi que il y a aussi une préparation à continuer jusque cette Coupe du Monde, mais je pense que l'objectif, c'est aussi ce que veulent mettre en place la FFR, Bernard Laporte, via les projets qu'il a mis en place, c'est que justement il y ait cette perspective de équipe de France 2023 pour cette fameuse Coupe du Monde. Donc, de toute façon, en sport, la victoire appelle la victoire. La victoire amène de la confiance, et puis voilà, c'est un cercle vertueux. Exactement. Maintenant, les gars, attention. Moi, j'ai commenté très très souvent les Écossais. L'Écosse, on les sous-estime toujours, les Écossais. Les Écossais, ils ont juste commencé le tournoi, ils n'avaient pas fait ça depuis 27 ans. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. Ils sont allés taper les Anglais en Angleterre, ils ont mis 4 essais au passage, bonus. Ils ont mis 5 essais contre des Gallois un peu moribonds. Je veux dire, si on fait un très bon match, on battra les Écossais. Mais si on fait un match un peu imparfait, on va s'embêter contre les Écossais. Parce que l'Écosse est une équipe qui est hyper structurée. Désormais, c'est une équipe qui est très solide devant, avec Fagerson, avec Skeman, Turner. Ils ont Johnny Gray, Richie Gray qui est revenu. Sur le banc, ils ont quand même Johnny Gray, qui est quand même Lions. Ils ont Gilchrist, c'est un boucher. Je veux dire, là, je sais pas si Watson jouera. Ils ont le frère Fagerson en 8. Ils ont Richie, qui est très très bon. Donc, ils ont Vandermeer, c'est quand même épais, Hogg, voilà. Mais on les prend toujours. Tiens, on va essayer d'aller gagner à Twickenham. Mais d'abord, attendez, on va peut-être jouer contre les Écossais dimanche, là. Parce que ça sera à 16h. Hein. Ça sera de 16h à 17h45. Hein. Avant, c'est pas la peine. Après, ce sera trop tard. Mais il faut se méfier de ces Écossais. C'est une équipe qui est atypique, mais en même temps qui nous a battus il y a 2 ans. Souvenez-vous, ils nous battent. Dulin, il a le ballon pour se sauver la patrie. On a gagné le match. Et puis derrière, ils nous ont mis une séance de temps de jeu. Pareil, on conserve. Et Vandermeer qui nous met un essai. Donc voilà, on sait déjà, on a vu qu'on pouvait se brûler. Attention. Je pense que ça a été aussi ça qui pourrait nous mettre en alerte, c'est qu'il y a 2 ans, on s'était vu un peu trop beau pour le dernier match contre l'Écosse. On avait gagné à la dernière minute contre. Il fallait qu'on prenne un bonus pour gagner le tournoi. Tout le monde nous voyait déjà.
On pensait déjà au bonus offensif avant même de gagner, donc c'était, je pense, une erreur aussi dans la mentalité. Mais c'est clair que le match est loin d'être gagné. Après, je pense que ça va jouer au niveau de Finn Russell. Non, mais Finn Russell, non, ça sera. Mais... Oui, non. Parce que les matchs, on dit dans le rugby, les avants gagnent les matchs, les 3/4 des types de l'écart. Finn Russell, tout Finn Russell qu'il soit, s'ils sont pliés devant, s'ils n'ont pas de ballon, c'est exactement ça. Voilà, c'est pas. Mais ce que je veux dire, s'il est mis dans de bonnes conditions, il sera. Ce que je veux dire, c'est que là, a priori, on part avec Awas à droite. Awas, il va prendre un domesticoman en face là. Oui. C'est pas drôle. C'est un Sud-Africain, lui, né en Afrique du Sud. Voilà, les Écossais, ils vont pas venir pour nous tenir la robe de la mariée. Là. Ils sont encore dans la course pour l'enchaîne, donc ils vont. Et puis ils ont gagné en Angleterre quand même. Et en Angleterre. Et avec la manière. Et ils avaient déjà gagné en Angleterre il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il rappelle. Ça fait 3 d'affilée, je crois que c'est pas arrivé depuis les années 70 qui gardent cette fameuse Calcutta Cup. Et il y a 2 ans, ils gagnent en Angleterre et ils gagnent en France. Dans le même tournoi. Ouais, c'est vrai. Non, ça va être un beau match. On peut le dire comme ça. Si on sort un peu du système, on va dire, européen, à l'heure actuelle, franchement, on a peu d'informations sur les autres nations. Les All Blacks, les Australiens, l'Afrique du Sud et tout ça. Ils en sont où ces équipes ? Alors déjà parce qu'il y a un décalage de saison, eux ils jouent sur l'année civile, nous on joue de septembre à juin en gros, donc à chaque fois les pics de forme des uns des autres et les saisons ne correspondent pas, c'est sempiternel problème du rugby avec des tournées où les nations du Sud elles arrivent en Europe au mois de novembre, tout le monde est cuit. Ça les empêche pas de régulièrement de donner la leçon. Et nous, on va au mois de juin boire la tasse à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande. Désormais, c'est juillet souvent. Ouais, juillet. Ouais. Bon, bah ça c'est la saison est un peu plus longue. Ça s'est décalé, mais ils en sont où ? Les Blacks ont évité une crise de très peu. Ian Foster, il a annoncé déjà qu'il ne poursuivra pas après la Coupe du Monde. T'es pas habitué à avoir un coach des Blacks renoncer avant le mondial. C'est clair. Les Sud-Africains sont égaux à eux-mêmes, c'est-à-dire que il n'y aura pas de surprise avec eux. Ils sont toujours ultra compétitifs. La grande inconnue, c'est l'Australie. La grande inconnue, c'est l'Australie parce que leur rugby professionnel à 15 va très très mal. Ça se fait complètement manger par le 13 localement, qui est le sport le plus fort économiquement et je sais pas, c'est le sport qu'on regarde à la télé là-bas. C'est le footy, c'est le rugby à 13. Le rugby à 15, c'est quelque chose de collège qui fonctionnait avec le Super Rugby mais qui a du mal. Et quand on voit d'ailleurs les joueurs de l'équipe d'Australie, c'est essentiellement maintenant des joueurs issus des îles que la Fédé australienne a fait venir pour redynamiser son équipe, mais de plus en plus, la compétition avec le 13 là-bas c'est compliqué. Chez les Néo-Zélandais aussi, le rugby à 13 est en pleine progression là-bas. Parce que c'est plus facile à jouer aussi tout seul entre le rugby à 13 comme ça. Donc les Blacks, c'est normalement... ils vont faire une prépa d'enfer, ils vont pas jouer de la saison les internationaux, donc face à la France ils seront prêts, mais ils sont comme nous, il y a pas que nous qui avons des trous de génération dans la qualité des joueurs. Une génération ça s'entretient par le succès. Il suffit qu'il y ait quelques joueurs hors normes qui tirent les autres vers le haut. Si on les a pas, c'est plus pareil. Peut-être que les Blacks ils ont ça en ce moment, même s'ils ont des individualités avec des gamins qui sont nés avec un ballon de rugby, qui ont des aptitudes techniques hors normes et alliés à ces gènes que personne d'autre n'a, quoi. Bon, mais là, en ce moment, là, ils sont encore en vacances, quoi. Ils ont joué. Ça, c'est une des clés du problème. Est-ce que l'équipe de France peut être championne du monde ? Oui, sur le plan du potentiel des joueurs. Non. Si on se réfère aux cadences. C'est-à-dire qu'ils ont fini la saison fin novembre. Décembre, janvier, c'était vacances, et les internationaux, ils vont pas revenir au début de saison, au 1er mars, où ils vont revenir un petit peu plus tard. Derrière, ils vont avoir le Tri-Nation ou le Four Nations, et donc voilà, c'est structuré. Et après, ils auront une préparation pour la Coupe du Monde. Mais croyez-moi, ils vont pas arriver cuits. Nous, le problème, c'est que c'est la schizophrénie du rugby français. C'est-à-dire que nous, là, les internationaux, il faut gagner contre l'Écosse. D'ailleurs, en Angleterre, il faut y aller. On va les plier, ces cons de roast beef. Et derrière, on a les Gallois. Après, le gars, il prend un petit billet de 50 000 par mois. Donc son club lui dit, putain, là, il faut vraiment qu'on gagne. Parce que sinon, on n'est pas dans les 6. Il va aller jouer. Après, c'est 8e de Coupe d'Europe. Par exemple, les Stades Toulousains, c'est simple. Au Stadium. 8e écart, c'est des Sudaf. Donc là, les Sudaf, quoi qu'il arrive, tu vas laisser de la gomme. Et après, tu joues le Leinster. Hyper drôle.
super intéressant, super après-midi. Et après, éventuellement une finale. Mais après, c'est pas fini. Parce que. Il y a les autant, demi de top 14. Après, non, mais barrage, demi et finale top 14. Alors que les Irlandais, eux, ils iront en vacances. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'arrête jamais. Alors, nous, on a des super joueurs. Mais moi, le bémol, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que le rugby, c'est un sport où il y a la fameuse règle des 2000 minutes, pas dépasser plus de 2000 minutes, c'est-à-dire grosso modo 24 matchs. Mais ça fait beaucoup quand même. Et puis, crois-moi, s'il y a besoin, ils vont pas faire tourner en barrage ou en demi ou la finale top 14. Hein. Alors, ceux qui ont vraiment adopté un fonctionnement façon hémisphère sud, c'est les Irlandais, qui fonctionnent avec une fédération qui a les joueurs sous contrat. C'est-à-dire que c'est la fédération qui dit s'il y en a un qui est remplaçant au Leinster, alors que potentiellement ça l'a doublé en équipe nationale, ce qui s'est passé avec Carbery, la doublure de Sexton, il veut dire allez, toi tu vas aller jouer au Munster la saison prochaine. Ça veut dire que en fait Johnny Sexton, il joue quasiment plus de matchs en vert qu'avec son club dans l'année. Et des matchs de championnat, il en joue 2 ou 3 dans la finale. Sinon, il joue la Coupe d'Europe. Il n'y a pas de descente. Il y a pas de descente. Leur Ligue Celt, il n'y a quasiment pas d'enjeu. S'il faut jouer 2 matchs pour la gagner, parce que c'est une question d'honneur et tout, ils vont les jouer. Mais ils jouent que du haut niveau. Et c'est la fédé qui les paye. Ils ont des contrats fédéraux, comme on les Blacks. Nous, les deux employeurs. En fait, moi, ce que je dis souvent, dans tous les pays, on a adapté le système au professionnalisme. Nous, on est plus fort. Nous, on a adapté le professionnalisme à notre système. Ce qui fait que nous, on se retrouve avec des saisons où tu prends 29 dates de top 14, 8 dates de Coupe d'Europe, 11 dates internationales, ça fait 48 semaines de compétition sur 52. C'est impossible. WhatsApp docteur, quoi. Ça fait beaucoup, quoi. À un moment donné, les mecs... Docteur autrement, hein. Enfin, chut, j'ai rien dit, mais docteur autrement. Mais bon, à un moment, est-ce que c'est pas cette dualité qui reste Ligue nationale d'un côté et FFR de l'autre qui fait que notre championnat, il est peut-être très beau, mais il nous amènera pas à une Coupe du Monde. Je pense on l'a gagné. Dans tous les cas, il faudra un changement à venir. Je pense qu'on entend parler de plus en plus des ligues fermées et tout ça, nanana. Mais je suis pas sûr que ça va arriver rapidement, mais ça va arriver. Parce que dans tous les cas, on le voit très bien avec des joueurs comme Dupont, Ntamak, qui sont cramés physiquement. Et je pense que c'est Giroud, le préparateur physique de l'équipe de France, qui avait dit justement que Dupont, il y aura un avant et un après à la Coupe du Monde parce qu'il est tellement préparé pour ça et que physiquement, il est dans ce moule-là, justement, d'être préparé pour ça, mais qu'après, ça va être compliqué, je pense, en termes physiques, pour justement... Après, physiquement, il est hors norme, lui. Ah oui, c'est bien sûr. Il lui enlève les poids à la muscu parce que sinon... Non, mais après, encore une fois, c'est pas un plébiscite pour leur... parce que le rugby qui marche le mieux, c'est les clubs français. Les stades sont pleins. T'as raison. Mais il y a un souci quand même voilà, il y a trop de confiture là. C'est-à-dire que il y a une année de Coupe du Monde. Ouais, je dis ça, nous on a la Coupe d'Europe, vous avez la Coupe d'Europe, mais logiquement, si on était un peu intelligent, on dirait là, cette année-là, on va enlever la Coupe d'Europe. Ou on neutralise le top 14. Ou on neutralise le top 14. Mais neutraliser le top 14 par rapport au fait que c'est employeur des. Tu vois, et c'est l'institution, le top 14, le Brennus, etc. En France, indépendamment de la qualité des matchs de Coupe d'Europe, tu demandes à n'importe quel joueur, au président, n'importe quoi, en général, c'est quand même le Brennus. Mais ça veut dire, si on neutralise la Coupe d'Europe, ce qui aurait pu être une solution. Ça enlève 8 dates. Ça veut dire qu'on se prive des droits télé de la Coupe d'Europe, du sponsoring de la Coupe d'Europe, et les clubs, ils ont rien, ça veut dire qu'en plus les clubs se privent de recettes de billetterie sur des matchs de phase finale, parce que un billet de recettes de billetterie sur un 8e de finale à domicile, quart de finale à domicile, potentiel demi à domicile pour un club comme La Rochelle, je pense que le directeur financier il les a déjà notés. Je suis d'accord, mais dans l'absolu, quelque part, dans un monde bien sûr. Parce qu'à un moment donné, tu joues quand même 7 matchs de Coupe du Monde, dans l'absolu, si tu vas au bout. Derrière, tu as 5 matchs de tournoi, puis après, tu as encore une tournée qui arrive à la fin de l'année. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, le Duracell, le lapin, là, il est rôti fumé. Il n'y a plus de Duracell. Il n'y a plus de piles, il n'y a plus rien. Non, puis surtout, c'est le cachet des clubs qui vont justement performer. On sait que les clubs français, en plus, sont très performants en Coupe d'Europe et vont souvent dans les derniers carrés. On pense au moins à un minimum 2 équipes françaises dans les derniers carrés la plupart du temps. Et on se dit que pour l'économie d'un club, de se passer de ce cachet-là en se disant on fait une petite impasse cette année pour le bien des joueurs, etc. Je suis pas sûr que... il y aura effectivement cette balance de est-ce que économiquement c'est viable ou est-ce qu'on fait justement... Non mais il faut penser la chose différente. Il faut penser la chose différemment. Admettons que tu mets ça en place. T'es champion du monde. Si t'es champion du monde, crois-moi,
c'est le jackpot. Bien sûr. Et donc, quelque part, ce que tu vas, la fédération, là, pour le coup, doit rétribuer les clubs. C'est ça l'idée, c'est ça. C'est à un moment donné, c'est qu'ils se parlent. Et attendez, là, on joue 48 dates par an. Pour moi, et sur le ventre mou là qu'il y a eu de l'équipe de France, mais c'était pas une interrogation parce qu'à un moment donné, notre système faisait que nos mecs étaient quand même rôtis fumés. Moi, j'ai parlé avec des joueurs, je me souviens de la Coupe du Monde 2015, on s'était fait marcher dessus déjà par les Irlandais, mais vraiment, avant d'en prendre 60 contre les Blacks. Et j'avais discuté moi avec des mecs, j'avais dit mais les Rocks et tout, mais les mecs ils te disent mais nous, mais ils étaient cuits. Ils étaient parce que le rugby c'est un sport il faut de la puis surtout il faut de l'envie, il faut de la faim, tu vois et quelque part il s'est émoussé quoi. Aldrit qui a fait un tournoi extraordinaire l'an dernier. Cette année, il est un tout petit peu moins bien parce qu'il joue beaucoup sans doute avec La Rochelle. Il est quasiment tout le temps titulaire, il joue tous les matchs 80 minutes la plupart du temps. Donc, Mais parce qu'en top 14, c'est la guerre tous les week-ends. Alors c'est pas très vite. Je suis d'accord. C'est pas les mêmes standards de jeu que ce qu'on peut voir en Coupe d'Europe et encore moins au niveau international. Mais il faut y aller, il faut s'y filer à Brive au début janvier contre une équipe qui ils jouent leur peau sur ces matchs-là à domicile. Pareil, la semaine d'après, faut scoltiner l'USAP. Après, à la maison, et Montpellier qui a pas gagné depuis 15 jours, qui va venir. Non, mais toute la semaine, c'est la guerre. Pour les coachs, faut gérer donc les arrivées des internationaux, ceux qui s'en vont, Non, ça, c'est pour les Français. Après, il y a les négos avec les fédés, pour peu qu'il y ait un ou deux Écossais comme Finn Russell. Est-ce que vous nous le laissez, s'il vous plaît, votre semaine de prépa? Il va jouer promis que 20 minutes. Il a pas joué, finalement, il a pas joué. Toto n'a pas fait jouer. Et tiens, petite info au passage, Danty jouera pas. Ce week-end, il a été libéré. C'est trop juste. Voilà. Mais ouais, je suis plutôt d'accord avec ce fait que en fait, le top 14 avec tellement de pression que tous les matchs sont très importants. On le voit aujourd'hui. C'est une super des équipes compétition. Comme Bayonne, mais en parce plus, que c'est une super devait jouer le maintien et au final joue le haut niveau, le haut de tableau. Donc et après il y a Bayonne et surtout La Rochelle qui au final est champion d'Europe en titre et joue souvent les 2 premières places chaque année depuis ces dernières années. Et aujourd'hui ils sont en difficulté dans le top 6. Mais ils sont pas premiers, donc c'est pour ça que peut-être justement des joueurs comme Aldrit, etc. sont surexploités par ce genre de pression, de match à pression. Après, La Rochelle, comme Toulouse, ça fait partie des 2 équipes françaises qui ont vraiment l'effectif pour jouer sur 2 tableaux. Ils ont vraiment bien sûr. Profondeur de banc assez impressionnante, comme vous pouvez l'avoir le Racing il y a pas longtemps. Ce qui est le plus dur pour ces équipes-là, c'est de se maintenir dans la durée, vraiment sur une décennie. On voit que en France, aucune équipe n'a réussi à tenir une décennie dans le rayonnement. Depuis que le top 14 s'est vraiment densifié. Ouais, il nous reste 4 minutes, je crois, si mon oreillette me dit bien les choses. On va passer à la partie un peu pronostic. Laetitia nous a fait un petit sondage sur les prochains ou les ultra favoris. Est-ce que le 15 de France est ultra favori pour la Coupe du Monde? Le sondage, il est clair, hein. 82% oui. Les Sudaf 9%, les Australiens 3%, les Néo-Z 6%. À votre avis? Et puis petit prono quand même les gars, faut se mouiller là. Moi je dis que déjà les 4 équipes qui ont gagné la Coupe du Monde, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie et l'Angleterre, c'est des équipes qui peuvent la gagner. Même les Anglais. Ah ouais? Même les Anglais. Parce que mais non. Je suis étonné là. Mais l'Angleterre, c'est une équipe qui est en reconstruction, mais il y a la qualité dans le rugby anglais. C'est une équipe qui est dense, qui a souffert un peu avec Eddie Jones. Je rappelle quand même qu'il s'était passé par 18 victoires consécutives au départ du mandat de Eddie Jones. Donc c'est pas rien. Et après tu as les Irlandais. Hein. Les Irlandais, c'est la meilleure nation mondiale. C'est une équipe qui est organisée pour le haut niveau, avec un rugby hyper méthodique. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Ils ont l'effectif dans la profondeur. Et il y aura une poule épaisse avec Afrique du Sud, Irlande et Écosse. Et on prend l'un des deux. Alors avec le fameux plafond de verre de l'Irlande qui a jamais passé les quarts en Coupe du Monde. En Coupe du Monde. Donc, allez, ton prono. Je vais dire la France, parce que c'est le pronostic du cœur. Exactement. Moi je dirais la France aussi, on est à domicile, donc je pense que ça aura une motivation supplémentaire. Après attention, parce que l'Angleterre a eu le même créneau là-dessus il y a quelques années et ils ont complètement raté leur Coupe du Monde. Donc peut-être que la pression fera qu'on passera à côté. Mais il y a tellement, je pense, d'années où on a été brassé par cette génération France 2023 qu'à mon avis, ce sera pour nous. Moi je dis France, Afrique du Sud ou Irlande.
Un des trois. Moi, je suis dans le même trio que Laurent. Et le quart de finale, là, que ça soit France-Afrique du Sud ou France-Irlande, je pense que supporters français, ratez pas le Irlande-Afrique du Sud. C'est peut-être là que tout va se jouer pour. Et les deux adversaires sont dangereux. Mais bon, c'est vrai, en plus, vous vous rendez compte qu'on est en train de sous-estimer les Blacks quand même, qu'on va jouer dans l'ouverture. Je trouve que les Blacks, à chaque Coupe du Monde, ils sont quand même présents, ils font des. Oui, non. Mais bon, ils n'arrivent pas à. Oui, non. Les Blacks, ils gagnent la première Coupe du Monde. Et après, ils n'ont plus gagné jusqu'en 2011. C'est vrai. Ils n'ont plus gagné jusqu'en 2011. Après, ils ont gagné 2011-2015. Mais voilà, à un moment donné, et en 2011, ils gagnent contre nous. Bon, on va pas dû rappeler les machins. On va revenir à ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que l'Australie fait pas partie des favoris. Et c'est pas nouveau de cette dernière édition. Et c'est pas une bonne nouvelle pour le rugby mondial que l'Australie ait quitté, même s'ils ont fait une bonne tournée. À l'automne, on a revu des belles choses. Bon, pas contre les Italiens, mais voilà. Non, mais les Australiens sont toujours. D'abord, c'est des athlètes, ils ont une dimension physique, ils ont toujours eu des bons joueurs, ils sont bons sous les ballons hauts avec la culture du footy. Et ils sont toujours là. Ils ont eu des petits soucis parfois en conquête directe, mêlée. Bon, voilà, après, il faut faire des choix, on nous demande des choix. Moi, personnellement, sur le rugby tel qu'il est, il faut garder un peu le ballon et tout. Les Irlandais, ils ont un peu de matos. L'Afrique du Sud. Elle en a toujours eu, elle en aura toujours. Ils sont un peu épais et voilà, c'est l'Afrique du Sud, c'est pas drôle. Je pense qu'il faut regarder les dernières confrontations avec l'équipe de France, on l'a bien vu. L'Irlande a été très 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 forte et je pense que ça a remis en question beaucoup de choses dans le 15 de France, notamment le jeu de dépossession comme on a dit tout à l'heure. Je pense qu'après, l'équipe de France a tellement un beau réservoir de talent que ça fera l'affaire. Mais surtout, l'Afrique du Sud, on n'est pas passé loin de la défaite à Marseille pendant la tournée. C'est un des matchs les plus violents que j'ai vu ces dernières années. Dans l'intensité, dans et c'est ça en fait qui me fait peur et qui, pour moi, ce quart de finale, si on joue les box en quart, ça va faire très la demi, il va falloir vite récupérer. Et on a joué à 15 contre 14 quand même. Ouais, aussi. Et c'est ça qu'il faut dire. Dupont prend un rouge. Oui, après, mais bon, on a été quand même. C'est ça. C'est pour ça que moi je mets une petite pièce aussi de côté sur les box qui en plus sont champions en titre, il faut le rappeler. Messieurs, sur ces belles paroles, je vous remercie. On a passé un très beau moment. Je crois que le prochain live, c'est le sport féminin. C'est ça, je me trompe pas. Donc on parlera sport féminin. Écoutez, merci. Passez un très beau moment avec vous. On vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut. Merci. Au revoir.